C'est-à-dire que c'est un dirigeable et pas un dirigeable. Donnez-moi la commande. Nous nous sentirons beaucoup plus confiants tous. Un voyageur célèbre est bienvenu vous voir. Et nous, fort de cette expérience, nous prévoyons de construire le dirigeable plus rapidement. Bonjour à tous. Vous êtes sur la chaîne Dirigeable de nouvelle génération. Je suis Yulia Shishkina. C'est encore un podcast et aujourd'hui nous avons avec nous une personne qui nous a vraiment épatés parce que nous ne sommes même pas encore remis des dirigeables classiques et lui ne suit pas le scénario éprouvé. Il invente et construit des dirigeables alternatifs. Une innovation. Nous avons le chercheur principal d'Aeronova, Dmitri Sergeyevitch Khmel. Bonjour, très heureux de vous rencontrer. Évidemment, je vais poser la question tout de suite. Qu'est-ce qui ne vous convenait pas avec les dirigeables classiques ? Eh bien, vous savez, en travaillant sur les dirigeables, nous cherchons toujours à les améliorer constamment et efficacement. Et certaines personnes très motivées, qui souhaitent vraiment les améliorer, en fait, inventent ce qu'on appelle des dirigeables non classiques, c'est-à-dire des dirigeables innovants et modernes, qui combinent les fonctions, par exemple, d'un dirigeable et d'un avion, c'est-à-dire qu'ils peuvent en fait créer une force aérodynamique sur le corps, puisque le dirigeable a une enveloppe qui est vraiment assez grande, il peut avoir des qualités aérodynamiques qui sont relativement plutôt bonnes, disons pas mauvaises. Donc, l'utilisation de cela pour transporter plus de charge deviendra plus efficace en fonction de l'unité de volume. Cela permettra en principe aux dirigeables, et de nombreux projets sont actuellement en cours de développement, de progresser de manière significative. Je ne suis certainement pas le premier ni le dernier à réaliser une telle action. Ces nouvelles technologies innovantes et efficaces devraient permettre aux dirigeables de voler plus vite, de transporter plus de charges significativement, tout en conservant tous les avantages des dirigeables classiques et de manière sécurisée, tout en maintenant une consommation d'énergie réduite. Pour moi, ça a vraiment été un véritable choc émotionnel d'apprendre que pour concevoir des dirigeables, en fait, pour piloter des dirigeables, on étudie exactement au même endroit que pour les avions et les hélicoptères. Et maintenant, j'ai une question. Où avez-vous été formé et que pouvez-vous proposer d'autre en termes de scénarios alternatifs pour la construction de dirigeables? Ou bien... Eh bien, j'ai une formation en aviation notamment. J'ai terminé avec succès le prestigieux Institut aéronautique de Moscou, avec une spécialisation approfondie dans la construction avancée d'hélicoptères, et j'ai également travaillé intensivement sur divers modèles d'hélicoptères. Donc, en plus de cela, j'ai aussi développé des hélicoptères à grande vitesse innovants, et j'ai mené mes propres recherches approfondies dans ce domaine fascinant que j'ai personnellement mené. Ensuite, je me suis intéressé aux dirigeables, et surtout, le fait que les gens construisaient des dirigeables à proximité m'a également inspiré à m'occuper de ces appareils. Et je me tromperais si je disais qu'au final, cette formation est vraiment utile. Mais le travail avec les dirigeables est tellement appliqué, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de théorie, du moins pas aussi profonde qu'avec les hélicoptères ou les avions. Ou est-ce que je me trompe? On a l'impression que vous apprenez certainement tout cela sur le tas. Donc, vous comprenez, il n'y a vraiment nulle part où l'on forme des gens, il n'y a pas de spécialité pour apprendre à construire des dirigeables, mais bien sûr, ceux qui travaillent avec nous, et dans d'autres pays aussi, sur les dirigeables, ce sont le plus souvent des personnes ayant une formation en aviation, qui ont travaillé sur la construction d'avions ou d'hélicoptères. Bien qu'il y ait aussi beaucoup de personnes du domaine des fusées qui collaborent avec nous, il y a des collègues de l'Institut Baumann et de l'Institut aéronautique de Moscou. Il y a aussi d'autres spécialistes, disons non spécialisés, non aéronautiques, qui peuvent également s'y consacrer dans une certaine mesure. Mais la construction de dirigeables a commencé dans notre pays en Russie,
plus précisément à l'époque soviétique avec l'apparition du dirigible Stroi. Ils viennent de commencer à y former des spécialistes, c'est-à-dire qu'il y avait déjà les premiers dirigeables, mais il y avait le désir de construire toute une flotte de dirigeables. Et ils ont immédiatement commencé à former des spécialistes, et les gens y allaient, étudiaient là-bas, et c'est de là qu'est née la création des équipes qui ont conçu et construit des dirigeables avant la guerre. Mais maintenant, il n'y a plus ça. Nous n'avons pas de telles structures organisationnelles du tout, mais il y a, disons, une compréhension assez détaillée de toutes les questions. On ne peut pas dire que nos spécialistes, moi y compris, manquent de théorie. Ce n'est pas comme si nous prenions juste et construisions quelque chose. Bien sûr, il existe des livres, beaucoup de livres ont été écrits dans les années 30 et 40. À l'époque, des scientifiques assez sérieux s'y sont consacrés. Ils ont écrit de nombreux manuels et ont mené de nombreuses recherches sur l'aérodynamique, la dynamique et la construction de dirigeables. Donc nous nous appuyons sur cela, sur des personnes modernes qui s'y consacrent aussi. Et il y a, comme dans n'importe quelle spécialité, la conception d'avions, de vaisseaux spatiaux. Par exemple, j'ai travaillé dans ce domaine récemment. Il y a des concepteurs et des constructeurs, c'est-à-dire en gros des théoriciens, mais le théoricien est en quelque sorte plus proche du concepteur, bien sûr, même s'il examine le plus souvent tous les aspects, et il y a des gens qui ont écrit des livres sur ce sujet. Vous aimez vraiment beaucoup les appareils stratosphériques. Expliquez à un novice, quelle est la différence entre un aérostat et un stratosphérique ? Je dirais que tout appareil, quel qu'il soit, qui flotte dans la stratosphère, cette couche de l'atmosphère terrestre située au-dessus de la troposphère, est proportionnellement plus volumineux que celui qui flotte ici, dans nos conditions actuelles, car la densité de l'air y est plus faible. C'est-à-dire que si, par exemple, dans la stratosphère, la densité est 20 à 30 fois plus faible, alors son volume est 20 à 30 fois plus grand. Cela concerne à la fois les aérostats et les dirigeables, qui sont également conçus pour la stratosphère, afin de pouvoir y effectuer un vol contrôlé en utilisant des dirigeables. Si l'on se contente de flotter, de simplement rester là dans la stratosphère, on parle alors d'aérostat. C'est un appareil statique qui reste simplement suspendu. Et en quoi diffère-t-il en termes de construction ? Qu'est-ce qui est fondamentalement différent entre eux ? Eh bien, ce sont des choses complètement différentes, disons-le comme ça. Donc, un aérostat, c'est juste une enveloppe sous laquelle une charge est fixée. La plupart du temps, c'est une enveloppe sphérique, mais il peut aussi y avoir des formes en gouttes ou en poire, car elles sont les plus pratiques. Et pour qu'un dirigeable puisse flotter de manière plus ou moins efficace, stable et sécurisée, on essaie de lui donner une forme allongée, en forme de cigare par exemple, afin qu'il puisse effectuer un vol contrôlé, sûr, fiable et stable. C'est-à-dire, je ne sais pas, un sous-marin, probablement, est le meilleur analogue d'un dirigeable. Il se dirige avec des gouvernails, il se déplace dans une direction ou une autre grâce à des moteurs. En gros, ce domaine se situe entre l'espace et la Terre. C'est un appareil de near space, comme on l'appelle. Eh bien, ces questions sont, en principe, certainement et techniquement résolues pour se déplacer avec eux. Ce que je voulais dire, c'est que ce mouvement non régulé, qui en principe est principalement circulaire pour de tels aérostats, est en effet assez prévisible. Beaucoup de gens veulent en fait transformer cela en un mouvement absolument parfaitement contrôlé. Et pas seulement contrôlé,
mais pour que ce dirigeable ne soit plus simplement un jouet du vent, mais qu'il puisse rester constamment dans la zone souhaitée. Et, par conséquent, il pourra alors remplir toutes les fonctions que, par exemple, remplissent les satellites géostationnaires à une grande distance de la Terre. Il pourra opérer à une altitude de 20 ou 15 km ici. C'est très intéressant. C'est pourquoi ces projets ont reçu beaucoup d'attention et des fonds assez importants leur ont été alloués. Mais en général, il n'y a pas tant de projets commerciaux dans ce domaine, mais maintenant, des projets commerciaux ont déjà vu le jour, c'est-à-dire qu'il y a toujours eu, d'une manière ou d'une autre, des projets commerciaux. La plupart du temps, ce sont des programmes gouvernementaux. Comme on dit, il y a beaucoup d'activités dans ce domaine. Pratiquement tous les pays ont fait quelque chose dans ce secteur. Beaucoup de choses avancent en ce qui concerne la Chine. Et de nombreux pays d'Europe font également des efforts. Il y a le projet Thalys Alin, un dirigeable de télécommunications stratosphérique fonctionnant à l'énergie solaire. Eh bien, aux États-Unis, une entreprise start-up privée a également récemment et sans précédent et innovant lancé un dirigeable à énergie solaire dans la stratosphère. Et bien sûr, cette frontière au niveau de l'espace impose des exigences très élevées en matière de matériaux, de systèmes de propulsion et de panneaux solaires. Tout cela doit être à la pointe de la technologie pour que cet appareil puisse rester très longtemps au-dessus d'un même point, car il doit alors surmonter le vent qui souffle sur lui de manière stable et efficacement, de façon continue. Et en fait, en réalité, le fait que cela soit extrêmement difficile à réaliser a été un facteur dissuasif et véritablement. C'est pourquoi une énorme attention a été particulièrement et soigneusement accordée à la gestion des aérostats dérivant dans le cadre du projet innovant Google Loon. Par exemple, ces aérostats distribuaient Internet. C'était un réseau de lancement d'aérostats. Ils flottaient constamment là-haut, restant dans le ciel pendant environ 1 an. Mais ils pouvaient être contrôlés en hauteur et, en plus, ils ne perdaient pas de gaz, c'est-à-dire qu'ils étaient sans ballast. Pratiquement sans ballast, il y avait probablement un certain ballast, mais ils ne perdaient pas de gaz lors du chauffage. Ils avaient une enveloppe solide et pouvaient changer d'altitude en injectant de l'air de l'atmosphère à l'intérieur de l'enveloppe. Ainsi, ils pouvaient se déplacer d'un courant qui les emporte vers l'est à un courant qui les emporte vers l'ouest, et localiser, effectuer de telles manœuvres pendant 1 heure. De tels aérostats peuvent maintenant rester en suspension. Par exemple, dans les limites de Moscou, dans la région de Moscou, ils peuvent rester en place jusqu'à ce qu'ils soient emportés. Ils le font sans moteur, mais l'énergie solaire est utilisée pour modifier la flottabilité, la force aérostatique, afin de changer d'altitude. Eh bien, en équipant un tel aérostat d'un petit système de propulsion, nous pourrons bien sûr le maintenir au-dessus d'une zone spécifique pendant un temps assez long, mais seulement s'il y a ce courant contraire, mais il n'est pas toujours présent. Cependant, dans certaines régions du monde, il apparaît en fait assez souvent, donc on peut pratiquement l'utiliser en permanence, mais disons-le comme ça, de tels projets sont également en cours de développement. Il y a des concours sur ce sujet, mais le plus grand intérêt réside bien sûr dans le dirigeable entièrement contrôlé. Je voulais juste demander s'il apparaîtra vraiment, où l'on pourrait faire un tour du monde, mais naviguer contrôlé, flotter où l'on veut, sans déranger personne, tout en ayant une vue d'ensemble. On pourrait penser que vouloir plus et placer les passagers, mais c'est ce que j'ai justement proposé à Fyodor Kodnikov. Vous n'avez pas besoin d'intervieweur, vous répondez vous-même. C'est vraiment génial. Donc, nous nous comprenons bien, n'est-ce pas, vraiment? Quant au rond des dirigeables contrôlés. Eh bien, par exemple, il y a aussi le domaine dans lequel
de nombreuses personnes se sont engagées, auxquelles j'ai également accordé une certaine attention, ce sont les avions à énergie solaire, qui pourraient également voler dans la stratosphère. Et ils pourraient voler de la même manière que les dirigeables, Ce sont deux directions rivales dans ce domaine, les avions à énergie solaire et les dirigeables. Les deux sont en cours de développement. D'importants fonds, des fonds privés, sont alloués aux deux. Il y a beaucoup de start-up dans le domaine des avions. Les avions échouent souvent à cause d'accidents car ils sont légers et sensibles au vent. Le dirigeable est plus stable. L'avion Zéphyr peut rester dans la stratosphère 1 mois. Sa durée de vol est difficile à prédire. Et maintenant, l'avion Zéphyr, un projet ambitieux et innovant, est déjà en développement depuis près de 20 ans. Il peut rester dans la stratosphère pendant environ 1 mois, offrant ainsi de nouvelles possibilités d'exploration et de recherche. Il peut rester 1 mois. La durée de son vol est difficile à prédire avec précision, mais il peut rester contrôlé au-dessus d'une zone pendant 1 mois. Il transporte une charge utile relativement faible, mais c'est déjà une réalité. Et c'est la même chose pour les dirigeables. Ils évoluent également dans cette direction. De tels dirigeables apparaîtront sûrement et seront également très intéressants. Et rentables, essentiel pour nos téléspectateurs. Sans aucun doute, c'est évidemment à dire que, comme tout ce qui est vraiment nouveau, si c'est réalisable et faisable, cela a certainement des perspectives prometteuses et intéressantes. Mais pour cela, il faut absolument faire ce pas crucial. Et cet avion utilise toutes les meilleures technologies disponibles, photovoltaïques, matériaux de construction avancés. Nous envisageons la même chose pour créer un dirigeable pilote qui pourra réellement être contrôlé, et cela nécessite une planification minutieuse. Il doit y avoir des enveloppes très résistantes, des matériaux très solides, et surtout son système d'énergie et de contrôle, ce qui lui permettra d'être manœuvré. Tout cela doit être, disons, à la pointe de la technologie. Alors, il est possible de sauter plus haut que la tête et de se tirer par les cheveux. Nous n'avons pas besoin de nous tirer par les cheveux. Nous avons de l'hélium. Il nous soulève tout seul. Il ne reste plus qu'à rester au-dessus de l'endroit qui nous intéresse, ou bien à être contrôlé. Et en même temps, nous comptons bien utiliser l'énergie solaire et être complètement indépendants sur le plan énergétique. Mais en même temps, nous pouvons aussi utiliser du carburant. C'est une autre alternative. D'ailleurs, la capacité de charge de ces dirigeables de haute altitude est bien supérieure à celle des avions. En fait, même si nous concevons un avion comparable pour ces altitudes, il se révèle souvent plus grand qu'un dirigeable, car il doit avoir une très grande envergure et de grandes ailes. Eh bien, pas plus grand qu'un dirigeable, mais en tout cas, cet avion doit avoir une taille assez sérieuse. Est-il possible de générer de l'hélium là-haut, dans la stratosphère? Il vaut mieux générer autre chose, parce que l'hélium ne se crée qu'à la suite de réactions thermonucléaires. Et au lieu de l'hélium, nous pouvons générer d'autres gaz porteurs. Par exemple, nous pouvons obtenir de l'hydrogène par des moyens chimiques à partir de certaines sources d'hydrogène. À propos, pour les ballons stratosphériques, on utilise le plus souvent de l'hydrogène, car c'est assez sûr. C'est seulement lors du remplissage qu'il représente un certain danger. Ensuite, il s'envole tranquillement, et au revoir, sans causer de dérangement à quiconque. Donc, oui, nous pouvons générer de l'hydrogène pur directement à bord pour remplir efficacement l'enveloppe. Pour ajuster la flottabilité avec précision, il est probablement plus pratique d'utiliser d'autres méthodes alternatives sans générer aucun gaz supplémentaire. Et en tant que tel, le remplissage de gaz est bien sûr considéré comme une option. On peut simplement larguer du lest et rester en vol, ou avant de le larguer,
produire ou libérer une certaine quantité d'hélium des réservoirs, par exemple, ou générer de l'hydrogène par des moyens chimiques, par exemple, ou certainement par d'autres méthodes, par exemple, certainement. C'est-à-dire que nous pouvons remplir l'enveloppe avec soin et précision. Même en larguant simplement et prudemment du lest, nous pourrons rester en vol pendant une période prolongée. Pas juste un jour, mais plusieurs jours consécutifs. Et si nous remplissons l'enveloppe, nous pourrons rester encore plus longtemps là-haut, dans les cieux. L'idée des appareils hybrides, en fait, comme alternative aux dirigeables, c'est justement d'avoir un appareil plus multifonctionnel pour l'utiliser dans différents domaines. Ou simplement parce que c'est devenu plus intéressant. Eh bien, il y a le dirigeable classique, qui existe depuis 300 ans, et il satisfait tout le monde comprend parfaitement ses avantages, et nous voulons en créer de tels. Mais vous ne vous arrêtez pas là. Vous, chez Ironova, comme dans toute autre entreprise où vous avez travaillé auparavant, proposez des idées et des solutions originales et prometteuses. Pourquoi ? En fait, bien sûr, j'ai aussi travaillé avec des dirigeables classiques. Et je continue à m'en occuper en travaillant dans le département des types généraux, c'est-à-dire principalement sur des questions d'apparence et de conception. Bien sûr, la construction n'est pas superflue ici non plus, évidemment. Oui, puisque nous avons certaines avancées significatives et notables dans ce domaine particulier, il y a un certain désir croissant et palpable. Et je pense que beaucoup de choses ont changé de manière substantielle dans les technologies modernes, ainsi que dans les aéronefs de nouvelle génération. Par conséquent, nous sommes maintenant en mesure de proposer des solutions innovantes et efficaces qui rendront les dirigeables non seulement meilleurs, mais aussi plus sûrs, plus écologiques et plus économiques. Mieux comment ? Plus rapide, plus endurant en termes de capacité de charge, plus sûr, plus durable. Mieux dans quel sens ? En termes de performance, efficacité, sécurité, fiabilité, durabilité et longévité. Ici, je dirais que ces dirigeables classiques, oui, en fait, ils nous conviennent vraiment. Nous comptons beaucoup sur eux et nous espérions qu'ils fonctionneraient de manière significative. Mais en effet, ils ont rencontré certaines limitations opérationnelles, par exemple des restrictions de taille, et c'est pourquoi, de manière générale, nous devons être prudents, c'est-à-dire que ce sont des appareils vraiment très grands. Et à un moment donné, à cette époque, l'économie, apparemment, n'était pas vraiment adaptée à cela. Et nous en sommes arrivés à la conclusion que nous ne pouvons pas exploiter de tels dirigeables, en fait, particulièrement. C'est pourquoi, avec l'aide de ces dirigeables hybrides, qui peuvent générer des efforts considérables avec leur moteur, ils peuvent soulever des charges Nous allons résoudre les problèmes que le dirigeable a généralement du mal à gérer. Le dirigeable classique peut transporter une grande charge, mais il ne peut juste pas la prendre et la décharger. Il doit, à la place de cette charge, en prendre une autre, il doit être en équilibre. Alors qu'un dirigeable hybride, lui, prend toute ou une grande partie de sa charge, il prend sa charge par moteur et aérodynamique. Il doit absolument et sans aucun doute prendre une autre charge à la place de cette charge spécifique. Elle doit être en parfait équilibre. Le dirigeable prend la charge par la traction des moteurs et l'aérodynamique. Il faut une forme optimale pour l'équilibrer aérodynamiquement. Nos dirigeables ont une portance d'environ 10%. Cela lui permet, dans un premier temps, de fonctionner sans ballast. Deuxièmement, à proprement parler, la masse de charge par volume est plus grande et par conséquent, la résistance du dirigeable par masse de charge utile est moindre.
Mais il est nécessaire de porter cette charge, c'est-à-dire qu'il faut créer une forme optimale qui permettra de l'équilibrer aérodynamiquement. Par exemple, nos dirigeables ont une portance d'environ 10% jusqu'à 10%. Ils prennent par exemple du carburant, le soulèvent, ils peuvent le soulever par exemple avec des hélices au décollage, mais il est consommé en vol et ainsi le dirigeable reste. Eh bien, au moins, il ne devient pas plus léger que l'air. Il lui est assez facile de s'abaisser en coupant simplement le moteur ou en réduisant la poussée du moteur. Voilà, ce n'est pas seulement cela qui m'intéresse pour le dirigeable. Je n'avais jamais pensé m'occuper des dirigeables, car on ne construisait pas de dirigeables. J'ai vu un petit dirigeable flotter, mais il n'y en avait pas beaucoup. Je réfléchissais à modifier la portance aérostatique. Au lieu de créer de la traction, on peut modifier la force aérostatique en chauffant le gaz, et cela soulèvera plus. Plus exactement, j'ai vu un petit dirigeable flotter dans le ciel. Je l'ai vu, cela m'a vraiment intéressé, inspiré, mais il n'y en avait pas beaucoup à observer. Je réfléchissais profondément à la façon dont ces appareils volent, à la possibilité fascinante de modifier la portance aérostatique de ces appareils. C'est très intéressant. Au lieu de créer de la traction, par exemple avec des hélices, et de dépenser de l'énergie, on peut simplement modifier la force aérostatique dans l'enveloppe, par exemple en chauffant le gaz dans l'enveloppe, et cela soulèvera beaucoup plus. Et cela est de plus pris en compte de manière significative dans de nombreux projets actuellement et a été minutieusement examiné auparavant. J'ai développé de tels projets, travaillé sur des appareils sur les méthodes de modification de la flottabilité de l'appareil, qui peuvent également être appliquées aux dirigeables classiques. La modification de la flottabilité peut aussi être utilisée sur des dirigeables hybrides, c'est-à-dire qu'il y a certains aspects que les personnes travaillant dans le domaine de la conception des dirigeables connaissent et qui sont étudiés et développés dans le monde entier d'une manière ou d'une autre. Par exemple, les méthodes thermiques de modification de la portance sont connues depuis longtemps. Les frères Montgolfier ont également volé, c'est simplement en chauffant l'air, oui, les frères Montgolfier. Mais si nous chauffons l'hélium, alors en effet, le changement de portance sera beaucoup plus important. Il y a en effet le Rosière, du nom de l'inventeur qui a réalisé cela en premier. Il avait une enveloppe combinée avec du gaz, de l'hydrogène et de l'air chauffé. On l'appelle Rosière, mais nous, bien sûr, nous ne faisons pas d'expérimentation avec l'hydrogène, nous utilisons de l'hélium qui est sûr. Eh bien, en fait, clarifions une bonne fois pour toutes, pour écarter tous les malentendus possibles, ce qu'est un appareil hybride, ce qu'il englobe. Pourquoi est-il considéré comme hybride ? Eh bien, le mot hybride signifie qu'il combine les fonctions de différents types d'appareils, c'est-à-dire que c'est à la fois un dirigeable et un non dirigeable. Donc, c'est soit un hybride d'avion dirigeable, soit un hybride d'hélicoptère dirigeable. Ce n'est pas un hybride, mais un dirigeable. Il a des formes aérodynamiques pour la portance. Les dirigeables ont des tailles comparables à un avion avec une charge similaire. L'avion est plus large, mais le dirigeable est plus long. Un dirigeable classique porte sa charge parce que les diamètres des dirigeables, leur taille, sont extrêmement grands, qu'ils sont très comparables à l'envergure d'un avion avec une capacité de charge similaire. Eh bien, disons que, bien sûr, l'envergure de l'aile est plus grande, mais la longueur du dirigeable est plusieurs fois supérieure à celle des avions ayant la même capacité de charge. Et donc, en fait, même un dirigeable classique à grande vitesse
soulève facilement toute la charge qu'il transporte, aérostatiquement, il pourrait le soulever à grande vitesse. Mais il doit aussi fonctionner à basse vitesse, il doit pouvoir stationner, se décharger, plonger et parfois accoster. C'est pourquoi les dirigeables classiques sont aérodynamiquement équilibrés et c'est en gros aussi formidable d'être aérodynamiquement équilibré. Pour certaines tâches, c'est même nécessaire. Par exemple, si l'on doit rester longtemps dans les airs, pour ces objectifs, par exemple dans la stratosphère, il vaut mieux être aérodynamiquement équilibré, bien qu'il existe également des domaines spécifiques pour les dirigeables de haute altitude où ils peuvent être conçus selon ce schéma, car cela permet, par exemple, d'augmenter la vitesse. Ce qui m'intéresse, c'est la chose suivante. Expliquez-moi aussi le mécanisme de fonctionnement. On nous a dit que le dirigeable se distingue de l'avion en ce sens qu'il s'élève simplement vers le haut, il n'a pas besoin de prendre de la vitesse, et cela peut même rendre l'infrastructure nécessaire au dirigeable plus compacte. Si un avion a besoin d'une longue piste de décollage, un dirigeable n'en a pas besoin, il s'élève simplement vers le haut. Et un dirigeable hybride doit-il quand même s'accélérer horizontalement pendant un certain temps ou ce n'est pas nécessaire? Et quelles sont les options? C'est-à-dire qu'il y a une option pour simplement tourner les hélices du dirigeable et ainsi soulever la charge nécessaire, et en vol, créer une force de portance aérodynamique sur le corps du dirigeable. On peut tout à fait générer une force de portance sur son empennage, sur son corps, mais pour qu'un dirigeable classique ordinaire équilibre toute la charge qu'il soulève avec ses hélices, une charge aussi importante, il doit voler très rapidement, ce qui nécessite vraiment beaucoup de ressources. En effet, c'est pourquoi il est particulièrement judicieux de concevoir l'enveloppe avec une forme aérodynamique qui génère une meilleure portance que celle d'une simple cigare. Eh bien, parfois, il arrive qu'il soit effectivement fabriqué un peu aplati. Certains projets les transforment même en forme de crêpe. Mais cela conduit à ce que les dirigeables aient une portance aérodynamique trop importante, ce qui entraîne leur instabilité près du sol et d'autres problèmes. Eh bien, c'est une sorte de solution intermédiaire, où c'est tout de même un corps proche de la forme d'une cigare, mais il a néanmoins la forme d'une aile, une légère augmentation de l'envergure de l'aile. En même temps, la résistance de ce corps est similaire à un dirigeable classique. Elle n'est pas beaucoup plus, mais il y a une plus grande force aérodynamique. Cela signifie une meilleure qualité. Et ce dirigeable peut transporter cette charge à 100 km/h. Donc il doit s'accélérer sur le terrain jusqu'à environ 100 km/h, puis il vole avec cette charge. Mais comme le dirigeable est très grand, quand j'ai eu cette tâche, on m'a simplement donné un projet à réaliser. En effet, au début, nous avons pensé que oui, nous prenons de l'élan et nous volons très bien. C'est-à-dire que le dirigeable est 2 fois plus petit, mais il transporte la même charge qu'un grand dirigeable de plus grande taille. Mais il doit s'accélérer. Nous avons créé une forme aérodynamique, nous avons fait des calculs, mais la longueur de cette piste est grande, il doit avancer contre le vent, parce que les dirigeables, ils doivent toujours... Ils ont du mal quand le vent souffle latéralement, il a tendance à se tourner contre le vent, donc c'est inconfortable. Donc le meilleur pour un dirigeable, c'est de soulever la charge verticalement avec les hélices et ensuite d'accélérer à une vitesse où il sera déjà optimal, entre 100 et 150 km/h. Eh bien, disons simplement qu'à une vitesse d'environ 100 km/h, les dirigeables classiques peuvent très bien fonctionner, mais les dirigeables hybrides ont une vitesse plus élevée et peuvent atteindre environ 200 km/h et, par conséquent, ils sont généralement moins dépendants du vent. Ils pourront certainement livrer des charges plus rapidement, c'est-à-dire être de véritables aéronefs.
au même niveau que les dirigeables classiques et ils trouveront sûrement également leur utilité. En même temps, je ne pense pas qu'il y ait une alternative. Nous ne considérons que les hybrides et les classiques ne nous intéressent pas. Les dirigeables classiques peuvent aussi être utiles pour certaines tâches. Mais là où il est nécessaire d'augmenter la vitesse, ce sont les dirigeables hybrides qui peuvent le faire, en particulier plus, en raison de leur taille plus petite. Ces véhicules, souvent utilisés dans des environnements urbains où l'espace est limité, sont équipés de moteurs plus puissants. Ces moteurs, grâce à leur technologie avancée, leur permettront de mieux accoster, de mieux rester au sol, et ils nécessiteront une infrastructure moins vaste. Cela signifie qu'ils peuvent être déployés dans des régions où la construction d'une grande infrastructure serait coûteuse ou impossible. Nous avions en principe l'intention, lorsque je m'en occupais, qu'ils soient exploités sans hangar, tout comme les avions, qui sont très rarement utilisés dans des hangars, seulement pour des travaux de réparation. Sinon, ils restent à l'extérieur. En même temps, bien sûr, un dirigeable classique ordinaire reste aussi à l'extérieur, mais il doit être amarré à un mât. Et pour les dirigeables hybrides, nous envisageons également certains dispositifs d'amarrage. Et ici, il peut y avoir Il existe certainement des variantes particulièrement spécifiques et particulières de dirigeables qui peuvent également pivoter, mais dans ce cas particulier et spécifique, ils ne tournent pas autour du point de proue, comme autour d'un mât de proue, mais autour d'un dispositif d'amarrage à l'avant. Amarré à un mât, mais il peut, par exemple, effectuer une rotation, par exemple, autour d'un point qui n'est pas au centre, mais à environ un tiers de l'avant. La surface qu'il occupe au sol lorsqu'il pivote réduit de manière significative sa taille. C'est à peu près cela que consiste le développement de tels dirigeables hybrides, qui sont des véhicules aériens innovants combinant les caractéristiques des avions et des ballons. Et bien sûr, nous pouvons également les envisager au sein de la société Aeronova, qui est spécialisée dans l'innovation aéronautique et le développement de nouvelles technologies. Nous pouvons mener des recherches plus concrètes et approfondies. En d'autres termes, en effet, auparavant, lorsque je m'occupais de ces questions, elles étaient déjà bien développées et bien avancées. Ce étaient des projets complets et aboutis, déjà réalisés jusqu'au niveau de la conception du projet préliminaire, mais il n'y avait pas de dirigeable réel de ce type, notamment parce que ce sont de grands appareils avec une capacité de charge de 60, 150 tonnes, 15 tonnes, et de tels dirigeables nécessitent des ressources spécifiques et ces ressources n'étaient pas disponibles. Nous avons pu, de manière proactive, développer jusqu'à l'étape de pré-projet un tel dirigeable en calculant assez en détail toutes les caractéristiques, en utilisant de bons spécialistes, ceux qui s'étaient occupés des dirigeables classiques. Eh bien d'ailleurs, une question. Corrigez-moi si je me trompe. Si je ne me trompe pas, répondez à ma question. Les fusées sont lancées depuis longtemps et avec succès. Les avions volent à des échelles inimaginables. Pourquoi les dirigeables ont-ils disparu il y a 200 ans et ne sont-ils relancés que maintenant ? Eh bien, cela ne s'est pas produit il y a 200 ans. Disons que les dirigeables volent encore aujourd'hui, y compris les dirigeables hybrides qui ont été construits, mais certainement pas en fait en aussi grande quantité que les avions et les hélicoptères. Oui, mais cela s'est incontestablement produit à un certain moment donné, lorsque la concurrence entre ces deux principaux modes de transport a conduit inévitablement et de manière significative à ce que l'industrie aéronautique ainsi que les hélicoptères modernes qui ont suivi, leur aient fait une concurrence féroce. Et en fait, même dans le milieu industriel, ils n'étaient pas appréciés. Voici les spécialistes des avions, ils n'ont pas toujours une attitude favorable envers le dirigeable, et il en va de même pour les spécialistes des hélicoptères.
Si une personne a consacré sa vie à la création d'hélicoptères et travaille dans ce domaine, il est peu probable qu'elle veuille rapidement, comme moi, se reconvertir et s'occuper de ce genre de choses. Eh bien, je pense que peut-être chacun aimerait s'y intéresser. Il y a beaucoup de gens qui pensent que oui, c'est très intéressant, pourquoi ne sont-ils pas là ? Lançons-nous dans cette aventure, mais l'industrie n'existe pas, il n'y a pas de possibilité de travailler dans ce domaine. Et la situation est similaire partout dans le monde, pas seulement dans notre pays. C'est lié au fait que les dirigeables qui transportaient des charges pesaient des dizaines de tonnes, jusqu'à 90 tonnes. Les plus grands dirigeables pouvaient les soulever. Actuellement, il n'y a pas d'hélicoptère capable de soulever de telles charges. Dans un avenir proche, nous ne créerons probablement pas ces hélicoptères. Les dirigeables existaient il y a 100 ans, environ 80 ans, en 37 ou 38. Déjà, ils étaient comme ça. Oui, ils ont déjà soulevé de telles charges. Oui, mais ils ont eu certains problèmes de maintenance, d'accostage, et ils ont été résolus d'une manière ou d'une autre. Mais dans l'ensemble, actuellement, puisque nous n'avons pas de dirigeables capables de résoudre de nombreuses tâches variées, des tâches de transport, de surveillance et bien d'autres, de cette envergure, nous avons construit un dirigeable qui transportait environ 1 tonne de charge, en plus de 3 ou 4 personnes. C'est le dirigeable AU-30 et j'ai également participé. J'ai travaillé chez Augure en créant ses premières ébauches. C'est le dirigeable AU-30 et j'ai également participé à ce projet. J'ai travaillé chez Augure en tant que membre de l'équipe en créant ses premières ébauches. C'est pourquoi vous pensez qu'il gagne en popularité maintenant. Et pas seulement en Russie, nous ne parlons pas seulement d'aéronovie, parce que nous sommes sur la chaîne des dirigeables de nouvelle génération. En fait, nous regardons un peu vers l'Europe, la Chine, l'Amérique, et là-bas aussi, ils relancent très activement les dirigeables. Qu'est-ce qui a favorisé cela ? Le progrès technique, car aujourd'hui tout peut être suivi sur des ordinateurs et même des moments millimétriques, voire nanométriques, peuvent être pris en compte par l'ordinateur, au lieu de dépendre d'une ou deux personnes, pilotes ou techniciens, qui risquent leur vie en cas d'erreur. Ou peut-être qu'il n'y a vraiment plus de place dans le ciel pour les hélicoptères et les avions et que seulement des dirigeables peuvent vraiment assurer de grands vols de fret ou des vols touristiques intéressants. Ou avez-vous peut-être même une autre idée ? Vous voyez, c'est vraiment très complexe. On ne peut absolument pas dire que c'est uniquement pour cette raison. Et donc pour une raison ou une autre ? Oui, mais d'abord, bien sûr et certainement, les dirigeables intéressent à l'heure actuelle parce que disons que l'ensemble du secteur de l'aviation se développe énormément. Voilà donc, cela a toujours été le cas. Lorsque des opportunités se présentaient, beaucoup de gens s'y intéressaient. Tout d'abord, je pense que, comme l'histoire ne connaît pas le conditionnel, les circonstances ne se sont pas vraiment mises en place. Il y avait des gens qui s'occupaient des dirigeables, ils n'étaient pas si nombreux, il y avait quelques petits programmes de financement, mais sérieusement, il n'y avait pas de véritable engagement. Si les avions sont financés, l'exploitation commence, prouvant le succès. Les dirigeables suivront, classiques ou hybrides, ils offriront plus de confort et résoudront les problèmes de vitesse. Il y a 100-200 000 avions en vol. Une situation similaire pourrait se présenter avec les dirigeables. Si ce sont de véritables dirigeables, les inconvénients de vitesse pourront être résolus. Ces facteurs s'additionnent, répondant à certains besoins. Donc, si ce sont de véritables dirigeables, soit selon le schéma classique, soit selon des schémas hybrides qui offriront plus de confort, ils pourront résoudre certains des inconvénients, disons, en termes de vitesse,
pour le transport de marchandises. Donc, ces facteurs s'additionnent. Il y a des besoins pour certaines tâches qu'ils peuvent résoudre, alors qu'avec d'autres moyens, cela serait difficile ou impossible. Soulever des charges lourdes sur de longues distances ou de grandes cargaisons pour livraison. Il y a des problèmes avec les grandes cargaisons indivisibles. Rester longtemps dans les airs pour la surveillance. Ce sont des satellites atmosphériques. Un dirigeable ordinaire, grâce à sa faible vitesse, consomme peu d'énergie. Il ne dépense rien en vol stationnaire. Par exemple, soulever de très grandes cargaisons et les transporter sur de très longues distances, ou simplement soulever de grandes cargaisons pour une livraison. Il y a des problèmes avec les grandes cargaisons indivisibles, ou, par exemple, la tâche de rester longtemps dans les airs pour la surveillance, par exemple. C'est-à-dire, ce sont des satellites atmosphériques, comme on les appelle. En fait, même un dirigeable ordinaire, en raison de sa faible vitesse, consomme peu d'énergie, c'est-à-dire qu'il ne dépense rien du tout lorsqu'il est en vol stationnaire. En fait, ils sont très efficaces. Et cet avantage du dirigeable, disons qu'il existe, et c'est pourquoi il y a de l'intérêt pour eux dans le domaine de la surveillance. Ils pourraient patrouiller, mener des missions de reconnaissance, des études. Par exemple, le dirigeable U-30 a été conçu pour surveiller des infrastructures. Il a surveillé ces objets, montrant de manière très détaillée et minutieusement très efficacement, et a enregistré une quantité d'informations assez importante. L'utilisation de dirigeables de haute altitude est intéressante, car cette niche est libre, permettant l'énergie solaire. Les dirigeables résolvent des questions que les satellites ne peuvent pas. Pour le tourisme, les dirigeables classiques sont mieux adaptés, tandis que les hybrides remplissent toutes les fonctions mentionnées et, en général, les questions que les satellites ne peuvent pas résoudre, ces dirigeables pourraient souvent, en effet, parfois les résoudre. Si je comprends bien, pour des fins touristiques, ce qui est probablement le moyen le plus simple et le moins douloureux d'utilisation, les dirigeables classiques conviennent mieux, tandis que les hybrides peuvent remplir toutes les fonctions que vous avez mentionnées. Eh bien, vous savez, en fait, je ne dirais pas ça. Il est plus rapide de lancer un business dans le tourisme aérien. C'est le moyen le plus simple, n'est-ce pas? Il y a un tel point de vue qui est certainement captivant à explorer. Pourquoi existe-t-il? Parce qu'il y a des dirigeables, et il y a une possibilité non seulement théorique, mais aussi pratique d'utilisation concrète aujourd'hui. Par exemple, mettre des passagers à bord d'un Zeppelin NT et vendre ses billets. Et vous, où pensez-vous diriger les dirigeables? Vers vos appareils stratosphériques préférés, les classiques, ou plutôt vers vos dirigeables améliorés et progressifs? Dans quel domaine les voyez-vous? Je vois tous les domaines. Et les plus prometteurs? Je ne pense pas que le tourisme soit notre principal objectif. Je crois que les dirigeables peuvent, lorsqu'ils pourront voler au même niveau que les hélicoptères, disons peut-être un peu plus lentement, mais de manière fiable, atteindre les destinations nécessaires. Eh bien, en principe, les dirigeables du passé faisaient cela. Ils partaient par exemple de Berlin et arrivaient à Los Angeles, à Rio de Janeiro par exemple. Dans ce cas, ils pourraient résoudre à la fois des tâches de fret et des tâches de transport de personnes, mais le transport de personnes en tant que tel peut aussi être intéressant, car cela sera sûrement comparable à un train à grande vitesse en termes de rapidité, mais cela procure également un certain plaisir, puisque l'on vole, on ressent la sensation de voler. Et en fait, c'est probablement un très grand paquebot de croisière. C'est-à-dire, c'est un vaisseau qui vole, permettant aux gens de vraiment profiter, disons, des paysages vraiment très magnifiques et de se poser quelque part pour découvrir les beautés locales ou les attractions. Cela pourrait être un dirigeable hybride.
D'ailleurs, grâce à sa vitesse, il pourra en grande partie, disons, rentabiliser son utilisation dans le cadre passager, parce que tout comme pour les trains à grande vitesse tels que les TGV modernes et rapides, les gens achèteront des billets avec enthousiasme car ils auront le choix. Soit, par exemple, une cabine confortable pour un séjour de 3-4 jours quelque part en Extrême-Orient pittoresque, soit un voyage rapide en seulement une seule journée bien remplie, eh bien, dans de bonnes conditions climatiques favorables, peut-être même dans une cabine luxueuse. Pas moins confortable que dans un dirigeable classique. Pourquoi pas? Pourquoi ne pas se le permettre? Certainement. Ou un petit jet privé dirigeable? Oui, un dirigeable privé, cela intéresse aussi beaucoup de gens. Eh bien, je pense que quand ils apparaîtront, alors des yachts seront certainement construits, il y aura réellement des remplaçants, il y aura ceux qui naviguent pour, disons, des conditions un peu spartaines comme Fyodor Konyukov. Vous répondez à chaque question comme si vous aviez un scénario avec moi et vous savez déjà quelle sera la prochaine question. Fyodor Konyukov, le célèbre voyageur, est venu vous voir et a demandé un projet pour un dirigeable, car il rêvait de faire le tour du monde à bord d'un dirigeable. Comment cela s'est-il passé? Comment l'histoire s'est-elle terminée? Par où cela a-t-il commencé? Eh bien, pas tout à fait comme ça, car il y a des nuances importantes à considérer. Pas du tout, en fait, car la situation était bien différente de ce que l'on pourrait imaginer. Une fois, nous étions en visite chez Fyodor Konyukov, un explorateur célèbre et respecté, avec mes amis de notre entreprise, une équipe passionnée et dévouée, où nous construisions des dirigeables. Il y avait mes amis, puisque l'un d'eux est un aéronaute professionnel passionné par l'aviation. Il s'y consacre très sérieusement maintenant, en étudiant et en pratiquant régulièrement. D'ailleurs, chez Augure, nous avons aussi travaillé intensément sur l'établissement de records impressionnants avec des dirigeables. Et Fyodor Konyukov, il a établi, disons, un certain nombre de records. Il a fait le tour du monde en montgolfière, tout le monde le sait. Il nous a raconté de manière fascinante comment cela s'est passé. C'est vraiment un véritable exploit qu'il a accompli. Mais il est audacieux, c'est clair. Eh bien, ce n'est pas sans cela. L'essentiel, c'est qu'il s'intéressait vraiment à ce domaine, puisqu'il y était en contact direct. En fait, ce n'est pas lui qui m'a cherché, mais c'est moi qui lui ai proposé de faire un vol contrôlé, car, par exemple, plusieurs personnes avaient déjà réalisé un tour du monde en montgolfière avant Fyodor Konyukov. C'est une aventure fascinante, captivante et inspirante. Il y a déjà eu un précédent de vol autour du monde en planeur et aussi de manière impressionnante en avion sans escale d'ailleurs. En effet, notamment le célèbre dirigeable LZ-127 a effectué un voyage autour du vaste monde. Mais c'était un vol avec de nombreuses escales où il accostait, se ravitaillait en carburant et ainsi de suite. Il est tout à fait possible de fabriquer un dirigeable et ce n'est peut-être pas du tout un très gros dirigeable sur lequel une personne peut faire le tour du monde. Ce sera un vol contrôlé, ce sera un point d'atterrissage connu, un itinéraire pourra être choisi comme étant le plus pratique. Il est important de noter que lorsqu'un car est en vol, par exemple, ces balles peuvent constituer un danger très sérieux pour tout type d'avion. Il est conseillé de vous éloigner de ces fronts orageux, de tenter de les contourner et de prendre des mesures de précaution en choisissant un itinéraire. Encore une fois, choisir l'itinéraire des États, disons, le plus pratique pour l'exploration afin de faciliter la coordination du parcours. Eh bien, en fait, l'idée est née, j'ai réalisé un projet
une sorte de forme préliminaire pour qu'il soit approuvé. Je l'ai proposé et il a été examiné et en quelque sorte, certainement, en effet, il a été bien reçu. Mais bien sûr, Fyodor Konyukov voulait que ce soit quelque chose de moderne. Il est justement passionné et en ce moment, il a un projet de tour du monde en avion à énergie solaire qui ferait le tour de la Terre sans escale, mais avec de l'énergie solaire. Il a dit que c'est exactement ce qui l'intéresse, c'est-à-dire il est vraiment passionné par ce sujet et justement, puisque je travaillais sur des dirigeables utilisant l'énergie solaire, qui sont des véhicules aériens innovants et écologiques, j'ai aussi travaillé sur ces projets. Par exemple, pour des projets stratosphériques, c'est un projet qui est bien sûr plus coûteux, mais il est certainement écologique, il montre en quelque sorte les possibilités de l'avenir. D'ailleurs, il existe aussi de tels projets dans le monde. Récemment, très récemment, en Europe, un projet fascinant est apparu, où des gens courageux naviguent autour de la Terre en dirigeable, sans escale. Ils utilisent l'énergie solaire renouvelable, tout va bien, de magnifiques paysages s'offrent à eux, et voilà qu'ils... Avez-vous conclu un accord avec Konyukov ? En discutant longuement avec Konyukov, nous avons finalement convenu que, disons, un tel projet ambitieux et innovant pourrait réellement exister et qu'il aimerait beaucoup s'y investir personnellement. Il n'y a pas d'argent, mais disons que les projets que Fyodor Konyukov promeut déjà, qu'il présente sur son site internet, etc., pour lesquels des investisseurs sont recherchés, sont un peu différents. Nous n'en sommes pas à ce stade. C'était juste vers 17-18 ans. Et puis, il y a eu la pandémie. Eh bien, pour plusieurs raisons, nous ne nous sommes pas encore rencontrés. Fyodor, dépêchez-vous. Quelles émotions ressentez-vous lorsque votre idée se transfère sur papier? Quelles émotions ressentez-vous en voyant cet appareil quand il décolle? Nous ressentons des émotions positives. Vous les transférez sur du papier, numériquement. Quelles émotions ressentez-vous lorsque vous voyez cet appareil quand il décolle? Eh bien, nous ressentons des émotions positives. Vous me plaisez beaucoup, vous avez une telle modestie, comme quelque chose que tout le monde faisait. Vous savez, eh bien, comme on dit, je m'y suis intéressé un jour, même avant de voir, c'est-à-dire qu'il y avait un dirigeable dans la société qui volait, et en fait, vous savez, j'ai vu ce dirigeable, et puis, par la suite, en réalité, j'ai commencé à travailler dessus, et pour nous, quand ils ont pris leur tout premier vol, c'était bien sûr une impression vraiment inoubliable. C'est vraiment quelque chose de différent, ce n'est pas comme avec les avions, parce que, disons, il y a une certaine confiance que l'appareil ne va pas tomber. Cette sensation est bien présente. Écoutez, quand la fusée décolle à Baïkonour, tout le monde saute, se réjouit, s'embrasse. Je pense que vous ressentez du bonheur comme à la naissance d'un enfant quand le dirigeable que vous avez imaginé, que vous avez conçu, décolle. Eh bien, bien sûr, tous ceux qui sont impliqués, ce n'est même pas nécessaire que ce soit moi qui l'ai imaginé, mais simplement que nous travaillons dessus ensemble. Oui, il y a un ingénieur en chef, il y a, disons, les clients qui veulent voler avec lui. C'est sûr, ça nous inspire. Le fait que nous avons travaillé là-dessus pendant de nombreuses années et que nous avons acquis une expérience précieuse. Ce furent des pages merveilleuses. Nous pensions que nous allions faire ça toute notre vie et nous étions passionnés par chaque instant. Mais il a fallu parfois s'occuper d'autres questions qui étaient tout aussi importantes et urgentes. Ce n'était pas toujours possible, disons-le comme ça. Je pense que piloter des dirigeables est beaucoup plus facile. C'est parce qu'ils ne tombent pas.
Il y a certains dangers, mais tout de même, c'est beaucoup plus pratique, plus simple. Donc, la conception des dirigeables n'est pas un processus si compliqué, disons-le comme ça. C'est donc plus facile de se lancer dans la conception. Cela demande moins d'efforts, disons, de la part des spécialistes, des entreprises. Quand ils volent, il est important d'assurer un vol efficace pour le tourisme et le transport. Une fois à l'exploitation, nous serons sûrs, caractéristiques de vol pour que ce soit un bon bourreau de travail, il peut être utile et également très efficace dans divers domaines comme le secteur du tourisme ou le transport de marchandises et le suivi de projets importants. Pour tout ça, quand nous atteindrons cette phase d'exploitation, quand nous verrons des bénéfices évidents, alors, bien sûr, nous nous sentirons beaucoup plus confiants. Je pense que votre modestie ne vous le permettra pas. Et vous créez actuellement un sonde stratosphérique en collaboration avec Bowman. Qu'est-ce que c'est? Parlez-nous-en. C'est un projet qui a en fait vu le jour maintenant chez Aeronov et Fyodor l'a soutenu, car je lui ai parlé de ce sur quoi je travaillais. Avant cela, nous avons effectué un lancement de ballon. C'était en 2023. Disons qu'il y a un certain problème avec ces ballons à air libre, qui est qu'ils ne peuvent pas rester dans le ciel éternellement. Ils descendent généralement le plus souvent après environ un jour. La plupart de ceux qui sont lancés en continu, comme les sondes météorologiques, montent et descendent en moyenne en environ 1 heure. Ces sondes, néanmoins, trouvent leur application pour l'étude de l'atmosphère, pour l'exploration des équipements. Il y a des gens qui ne s'occupent que de cela. Il y a, disons, beaucoup de questions qu'ils résolvent, même si ce n'est qu'une simple enveloppe en latex ou en film qui est remplie de gaz et qui soulève une certaine charge, certainement. Mais néanmoins, ils résolvent désormais de nombreux problèmes. L'exploration spatiale est en cours, ils volent à des altitudes énormes, ils peuvent être utiles, mais ils ont cependant un temps de séjour limité en altitude. Cela n'est pas tant lié à la fuite d'hélium ou d'hydrogène qu'ils contiennent, mais plutôt au fait que leur enveloppe se réchauffe pendant la journée, ce qui les amène à libérer des excès de gaz. Après cela, la nuit, en refroidissant, ils perdent leur flottabilité et descendent. On peut lutter contre cela en lâchant du lest, mais ce n'est pas toujours pratique. D'autant plus que la quantité de lest est certainement limitée et que la durée de vol d'un tel ballon peut durer plusieurs jours, peut-être environ 1 semaine au maximum, 2 semaines, peut-être 1 mois, selon le volume, par exemple. Pour éviter que le gaz ne s'échappe du ballon, il existe plusieurs solutions. En effet, par exemple, on peut utiliser une enveloppe solide qui empêchera le gaz de se dilater lors du chauffage. Cependant, c'est assez compliqué à réaliser. Prenons par exemple le célèbre sonde chinois qui a été lancé à des fins pacifiques et qui a accidentellement survolé le territoire des États-Unis. Il avait une enveloppe extrêmement solide, cela se voit vraiment dans sa construction, et il était destiné à de tels vols. C'est alors qu'un grand intérêt s'est manifesté. Des gens qui lancent de telles sondes, qui montent et descendent particulièrement rapidement, m'ont contacté car je leur avais proposé de réaliser un vol prolongé des sondes, notamment pour des études plus approfondies et des analyses détaillées. Eh bien, un certain intérêt est né, et en effet, au Institut Bowman, un tel start-up a certainement vu le jour. Alors, pourquoi ne pas lancer un tour du monde? Un tour du monde.
Et voilà, Arkady Detkovski, donc le père Baumann, à l'époque et maintenant, en fait, il y travaille toujours, en réalité. J'ai en quelque sorte créé une certaine apparence de projet. Comment cela pourrait être réalisé avec une telle enveloppe solide? À ce moment-là, il l'a réalisé. J'ai aidé, avec plusieurs de mes collègues également, de l'Institut aéronautique de Moscou et d'autres. Et il a réussi à maintenir son altitude avec succès et en toute sécurité. Il a volé avec succès plusieurs jours. Il est arrivé jusqu'à la taïga. Ils y sont allés et l'ont récupéré. Il s'avère que tous les vents sur Terre sont principalement dominants dans la stratosphère. Ils tournent autour des pôles. Un tel tourbillon existe sur toutes les planètes, y compris la Terre. Mais il change parfois de direction. C'est-à-dire qu'en général, il souffle généralement vers l'est. Ces vents dans notre hémisphère, en tout cas à la plupart des altitudes et niveaux différents. Et en fait, un aérostat, si nous lâchons un certain type particulier de ballon, ici se déplace alors à une vitesse comparable à celle d'un train rapide ou même plus lent, sans moteur ni rien. Et il se déplace. Cela est principalement utilisé à des fins scientifiques maintenant. Bien qu'il puisse y avoir de nombreuses tâches de surveillance ici, ces ballons sont utilisés, y compris pour le sondage météorologique à long terme, car nous obtenons des données sur les vents en lançant ces ballons. Actuellement, cela se fait uniquement en Russie. Environ 1000 lancements de sondes météorologiques sont effectués par jour pour simplement obtenir un profil du vent en fonction de l'altitude, ainsi que pour mesurer la température. Ils peuvent aussi mesurer d'autres choses, ces sondes. Il existe actuellement dans le monde des sondes dérivantes à long terme qui ont été développées, qui dérivent longtemps tout en réalisant également des sondages météorologiques et elles manœuvrent en altitude. Aeronova ne néglige pas non plus les sondes. Elle considère en fait tous les aérostats, les stratosphériques. Tout est intéressant. Nous allons tout essayer. Vous êtes une personne qui a vu depuis le début jusqu'au début de l'exploitation comment les aérostats apparaissent et beaucoup de gens se demandent combien de temps il faut attendre pour un dirigeable, combien de temps en moyenne cela prend-il depuis le moment où on dit « Donnez-moi la commande, que doit faire ce dirigeable, quelle fonction doit-il remplir jusqu'à ce que le dirigeable décolle, combien de temps cela prend-il ?» Eh bien, bien sûr, cela dépend beaucoup des questions organisationnelles qui peuvent être très complexes et variées, mais, comme on dit souvent, c'est impossible de tout prévoir. Il faut quand même un certain temps, souvent plus long qu'on ne l'imagine, pour que le projet se concrétise pleinement et atteigne tous ses objectifs initiaux. Peut-être que vous vous souvenez des délais les plus courts et des plus longs, d'après votre expérience ? Oui, bien sûr. Je vais certainement me souvenir, mais je vais dire tout de suite que nous prévoyons de le faire plus rapidement maintenant. Oui, en effet, nous voulons produire un dirigeable assez petit, mais déjà tout à fait fonctionnel. Un dirigeable sur lequel on pourra comprendre beaucoup de choses, mieux explorer certaines et l'utiliser davantage. Nous prévoyons de le faire plus rapidement que ce qui a été fait auparavant. Avant, chez Augure, nous concevions des dirigeables, par exemple des dirigeables de 10 places. En effet, nous prévoyons de le faire certainement plus rapidement. Le dirigeable de 10 places, en réalité, ne transportait pas souvent 10 personnes. Il était généralement utilisé pour la surveillance. Et quand, en fait, nous avons commencé, c'était juste une image de ce dirigeable. Nous n'avions même pas un projet esquissé très élaboré, mais les gens, en voyant qu'il y avait un appareil biplace, par exemple, qui avait déjà été construit à ce moment-là, se sont certainement intéressés et ils ont pratiquement immédiatement voulu acheter ce dirigeable.
Ce n'est pas comme d'habitude. En général, cela se fait par étapes. D'abord, on développe un projet préliminaire, puis on crée généralement des prototypes, et enfin, on passe à l'exploitation en série. Ces prototypes sont uniquement expérimentaux. Ici, tout est vraiment réuni dans un seul flacon. Ils sont à la fois des prototypes, ils sont à vendre, ils ont vraiment volé, ils ont gagné de l'argent, et le client était extrêmement satisfait d'eux. Mais à cette époque, nous pensions que cela avait pris beaucoup de temps. Maintenant, après tout ce temps, bien sûr, nous comprenons que c'était une période très courte. Cela a littéralement pris moins de 3 ans. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y avait une image, le travail a commencé et une commande pour ce dirigeable a été passée. L'entreprise s'est occupée de sa conception, de son développement, de sa construction, de la création des enveloppes, de tout le reste, ainsi que de la gestion, de la supervision et de la coordination. Et le premier vol a eu lieu. Eh bien, cela a pris environ 2 ans et demi, et ensuite encore. En général, il doit bien sûr y avoir une période où le dirigeable est soigneusement perfectionné, car il vole déjà, mais il doit certainement être amélioré de manière significative. Peut-être que cela implique des améliorations dans ce sens. Nous devons accélérer le développement. Bonne chance à Aeronova et ses employés pour réaliser nos rêves avec les ressources nécessaires. Mais maintenant, le temps impose certainement d'accélérer tous ces rythmes, et nous, déjà en connaissant et en ayant cette expérience, nous prévoyons de construire des dirigeables plus rapidement. Eh bien, je vous souhaite beaucoup de succès. Nous tous, tous les spectateurs de cette chaîne, souhaitons certainement du succès à Aeronova et à ses employés, et que les ressources soient là, que les gens soient là, pour que tous nos rêves puissent finalement se réaliser. Plus tôt, c'est mieux. Nous n'allons pas donner de délai. Merci à vous pour cette interview, pour être venu dans notre podcast. Aujourd'hui, nous avons eu avec nous le chercheur principal d'Aeronova, Dmitri Sergeyevitch Khmel, et comme vous l'avez déjà compris, il est également, c'est bien sûr un constructeur de véritables dirigeables. Merci pour ce dialogue, certainement. Merci de votre attention à tous.